Cher Arthur Larue, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours d'homme, d'écrivain, de jeune homme. C'est à vous. Euh, oui, bon, la liste est forcément longue, donc je vais plutôt tâcher, je dirais, de tracer une ligne qui puisse être à peu près cohérente par rapport à ma façon d'envisager la littérature, c'est-à-dire que euh, plutôt que de donner les noms d'écrivains que j'admire, qui seraient un petit peu trop nombreux, je pourrais donner quelques écrivains qui m'ont et qui continue de m'indiquer la façon euh, dont, on, euh, dont on écrit et la façon dont on s'inscrit surtout dans le monde. Je commencerai par le plus ancien, ce serait François Villon. J'aime François Villon pour d'abord le mystère qu'il incarne, c'est-à-dire une langue si lointaine, euh, celle du 15e siècle, un français presque une langue étrangère et qui pourtant euh, avec des expressions qui parfois sont exotiques, étranges, qui pourtant quelque chose passe, quelque chose de très intime, et j'ai l'impression d'un frère, et en l'occurrence d'un frère d'armes, puisque ce sont des œuvres de combat, des œuvres avec une très grande sensibilité, et qui inscrivent l'écrivain comme étant l'ami des renégats, des bandits, des hors-la-loi, des dissidents. Euh, et l'œuvre de François Villon euh, continue de beaucoup compter pour moi. Et euh, j'irai ensuite, je parlerai ensuite, donc je fais un ordre presque chronologique. Je crois que j'aurais envie de parler de Rousseau. Rousseau alliant lui aussi une sensibilité à fleur de peau et en même temps incarnant euh, à travers ses livres un des plus grands bouleversements intellectuels de l'histoire, en tout cas de l'histoire occidentale très certainement. Je pense à un livre comme Les rêveries du promeneur solitaire par exemple, qui conjugue sensibilité presque drôle, presque caricaturale avec très grande force révolutionnaire. Et ça c'est pour ça que je parlerai de Rousseau. Et puis je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, c'est peut-être le plus grand prosateur français, et je parle là simplement en termes de style. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Barbé d'Aurevilly au XIXe siècle. J'aime beaucoup Barbé d'Aurevilly parce que lui aussi, il est teinté euh, d'obscurité, de diable, de diablerie, d'enfer. Et il est aussi ce personnage de dandy réactionnaire ou de réactionnaire dandy, enfin d'individu à la fois extraordinairement conservateur et royaliste, enfin pour ce que ça veut dire à l'époque, et en même temps d'une très grande immoralité. Et ses livres, et je pense notamment à son recueil de nouvelles Les Diaboliques, notamment à la nouvelle La vengeance d'une femme, euh, c'est c'est un texte que je trouve sublime, voilà, pour raconter en quelques mots. C'est un jeune élégant qui rencontre une prostituée sublime, avec une élégance très rare, et il couche avec elle, et au moment où il couche avec elle, il remarque autour de son cou un très beau portrait d'un homme, et il sent qu'il se passe quelque chose autour de ce portrait, et il lui demande à la fin qui est-ce, et elle explique que c'est une grande d'Espagne, mariée à un des plus grands aristocrates d'Espagne, et que cet aristocrate, pour une raison absolument terrible, elle se venge de lui en devenant la dernière des prostituées à Paris. Et sorte de conte absolument terrible, qui est entretenu sûrement d'ailleurs par ailleurs un des éléments qui a été constitutif avec Basic Instinct un petit peu plus tard de mon rapport aux femmes. Et ensuite, au XXe siècle, je pense que je pourrais, mais j'en ai parlé précédemment, de ma rencontre avec Céline. Ça a été vraiment très important. Ça a été très important pour les mêmes raisons que celle de François Villon, que celle de Rousseau dans une certaine mesure, euh, que celle de Barbet. C'est-à-dire que l'écrivain ne rentre pas tout à fait dans les codes, qu'ils soient moraux ou politiques,
Et Céline, pour moi, voilà, exprime une très grande humanité et en même temps une profonde inhumanité, quelque chose d'haïssable, et en même temps quelque chose de merveilleux, en même temps quelque chose d'haïssable. Et vous vous retrouvez un petit peu dans une situation qui est intolérable. Et ça, pour moi, ces gens-là m'ont indiqué comment être écrivain. Et puis un petit peu plus tard, puisqu'il est mort il y a finalement pas très longtemps, je parlerai d'un écrivain français de la série noire qui s'appelle Jean-Patrick Manchette. Et Jean-Patrick Manchette est un écrivain qui, pour moi, est très très important. Et très important, lui, plus précisément, puisqu'il est bien plus proche de moi et qu'il vivait à peu près dans le monde qui est le mien aujourd'hui, m'a, je dirais très pragmatiquement, indiqué la façon dont un écrivain doit s'inscrire, doit écrire et doit produire des livres et où se situent les livres dans cette société. Donc elle a un corps de produire des livres qui puissent être des armes de guerre, d'une guerre spirituelle, d'une guerre symbolique, mais d'une guerre réelle, d'une guerre de l'esprit, de la justice, d'une certaine forme de, de morale au sens le plus noble du terme, ce qui est juste, ce qui est bien. Et les livres, selon moi, à son image, à l'image de ces livres, je pense à Fatal, je pense au Petit Bleu de la côte ouest, sont des livres qui sont des vraies leçons de guérilla. Et voilà le panthéon littéraire que je pourrais tracer. Je regrette là pour l'instant de n'avoir cité que des Français. Enfin, si Rousseau est français, non, il est un petit peu suisse quand même. Mais je pourrais parler de Gogol, dont j'ai traduit le nez. Et Gogol est un écrivain qui a une immense vertu, qui est celle de l'humour. Vous me direz, bon, à part Rousseau qui n'a pas tellement le sens de l'humour, enfin qui est drôle malgré lui, mais enfin, tous les autres écrivains que j'ai cités, je crois, sont très drôles. Même Barbet, oui. Gogol, pour moi, notamment La Nouvelle du Nez, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre absolu. Je mets Gogol très très haut. Et, euh, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire comment dans un régime aussi sec et méchant que celui du tsar Nicolas Ier, vous pouvez produire de l'intelligence et vous pouvez rendre libres vos lecteurs, les aider à être libres en écrivant une bêtise, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un ayant perdu son nez, à savoir que au début, cette histoire de nez, ce n'était pas un nez du tout, c'était un phallus en fait. L'histoire voulant qu'un fonctionnaire, un matin, se réveillant et trouvant son linge propre et se rendant compte que la lingère a lavé le linge avec ce qu'il y avait dedans. Et il demande à la lingère où est-ce qu'il a mis ce qu'il y avait dedans. Et la lingère dit vous êtes bien culotté de me parler de ces choses-là, c'est indécent de me parler de ces choses. Et elle ne répond pas à la question. Du coup, ce pauvre homme doit partir à la recherche de ce qu'il y avait dans son linge. Et cette blague-là a donné, selon moi, une des nouvelles les plus désopilantes et les plus magistrales qui soit, Le Nez, que j'ai eu le très grand honneur de traduire et de préfacer aux éditions Alia. Et si je l'ai fait, ce n'est pas tant parce que je suis traducteur du russe au français, ce que j'ai été une seule fois, enfin une fois et demie, je dirais, mais parce que précisément, j'avais envie de savoir comment on pouvait écrire un tel livre. Et j'ai à peu près compris. Euh, oui, Gogol est un petit peu plus proche de moi dans les écrivains russes. Je parle là de façon chronologique. Ce serait Bulgakov et pour le Maître et Marguerite Maître qui est là Margaret. aussi. Bon, voilà. Et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire comment un livre peut défaire, comment un livre peut contredire, comment un livre est dans un régime comme celui de Staline, au pire moment du régime, peut incarner plus que de l'espoir, mais un vrai démontage, une vraie sape, un vrai travail de sape à l'égard de l'autorité, quelle qu'elle soit, et encore pire de l'autorité dictatoriale, et encore pire de l'autorité totalitaire. Ça, pour moi, c'est ce qui me donne du sens à la littérature, et peut-être même la seule raison d'écrire des livres, pour moi en tout cas. Et je pense enfin à un écrivain très peu connu en France, mais qui est très connu en Russie, qui s'appelle Daniel Khams, dont je goûte beaucoup le journal, et que je traduis, et avec lequel, à partir duquel je publierai en janvier prochain à la NRF,
le deuxième épisode, une petite histoire d'une traductrice de Daniel Rams, donc sous forme de nouvelle. Donc le premier épisode, c'était Amen. Et en janvier prochain paraîtra donc le deuxième épisode qui s'appellera Amour au livre. Et ça sortira en janvier prochain. Oui, voilà, Daniel Rams, encore une fois, là aussi, pour les mêmes raisons. Ce sont des êtres libres, leurs livres sont libres, et ça donne un petit peu de liberté à tout le monde, et ça me semble assez indiqué. C'est bien. Nous sommes en bonne compagnie. Merci. Merci beaucoup.